Merci d'être venu à l'ENS aujourd'hui. Du coup, vous êtes acteur, metteur en scène de théâtre, metteur en scène d'opéra, directeur de théâtre. Vous êtes à la tête du TNS depuis 2014. Avant, vous étiez précédemment artiste associé au Théâtre National Théâtre Amandier. Et vous avez dirigé le Centre National de Saint-Denis en essayant de construire un théâtre citoyen. Vous produisez aujourd'hui au TNP avec une pièce de Falk Richter, Je suis Fassbinder, créée et montée au TNS en mars 2016. Pièce contemporaine engagée que vous vous êtes appropriée avec vos acteurs. Vous êtes en fin de compte un peu comme Fassbinder, que vous découvrez lors d'une rétrospective à l'âge de 17 ans. Homme touche à tout lui aussi, metteur en scène, cinéaste, auteur. Et du coup, je voulais vous poser une question sur cette figure de Fassbinder au cœur de votre pièce de théâtre, où vous êtes, dès les premières minutes, à la fois Rainer et Stan, ce qui prête même à confusion par rapport aux autres acteurs. Est-ce que vous êtes Fassbinder? Qui est Fassbinder et pourquoi faut-il être Fassbinder aujourd'hui? Alors, je ne suis pas Fassbinder, déjà. Je suis Fassbinder, mais je ne suis pas Fassbinder. Alors, tout le processus d'écriture, hein, c'est Falk Richter qui a écrit la pièce. Donc, moi, je suis co-metteur en scène et acteur. On s'est arrêté sur la figure de Fassbinder, qui est, pour Falk Richter, qui est né et qui vit en Allemagne, une figure importante, incontournable. Et en fait, le tout début du travail est né sur cette idée de, face à tout ce qui nous arrive aujourd'hui dans le monde, on va dire, le politique au sens large. Comment est-ce qu'une figure comme celle de Fassbinder, aujourd'hui, aurait réagi? Et est-ce qu'il y a encore des Fassbinders, c'est-à-dire des gens qui sont des artistes, qui sont à la fois engagés dans leur art, et puis qui, à travers leur art, parlent d'aujourd'hui, racontent le monde d'aujourd'hui, le scrutent, le décortiquent. Et c'est bien parce qu'on se disait que peut-être qu'aujourd'hui, il n'y avait plus de figures du type de celle de Fassbinder ou de Pasolini, par exemple. Ça pourrait être une autre figure comme ça de référence, qu'on a eu envie de se poser la question, nous-mêmes, en tant qu'artistes, comment est-ce qu'on s'engage dans le théâtre? À la fin de la pièce, il y a un monologue qui conclut, on va dire, la pièce et qui ouvre, dans lequel il est dit à un moment donné: qu'a-t-on le droit de dire au théâtre aujourd'hui? Que fait-on ici et maintenant au théâtre face à ce qui se passe ici autour de nous? Juste mettre en scène La Mouette de Tchekhov comme si de rien n'était, ou une comédie de Yasmina Reza. Et la réponse notre réponse, c'est de se dire qu'on peut faire du théâtre aujourd'hui, s'emparer de ce qui nous arrive, pas d'un point de vue journalistique, mais avec la langue, la parole, la littérature, la pensée. Donc c'est vraiment l'enjeu de ce spectacle-là. Et ça rejoint la trajectoire de Falk Richter en Allemagne, la mienne en France. J'aime pas tellement le terme d'engagé, d'artiste engagé, parce que je trouve que c'est un terme un peu fourre-tout. Mais en tout cas, je pense qu'on est l'un et l'autre des acteurs, des metteurs en scène, des écrivains, puisque lui écrit, qui se posent la question de comment, de la nécessité que le théâtre soit un lieu de parole, de pensée et de circulation d'autres choses peut-être que simplement le patrimoine, etc. Et tout ça. Moi, je suis pas très Molière, Shakespeare, tout ça. Je pense qu'il faut travailler sur la parole d'aujourd'hui. Donc, je ne suis pas Fassbinder. Et le spectacle joue effectivement avec cette figure-là, qui est une figure, je pense, un peu oubliée pour nous en France, la figure de Fassbinder. Alors peut-être moins pour une certaine génération, mais l'idée aussi était de faire un spectacle qui nous fasse revenir à cette figure-là, parce que Fassbinder, donc, peut-être vous dire ça aussi, on est parti d'un court film de Fassbinder qui est intégré à un film à sketch qui a été fait au moment, en 1977, au moment où il y a la bande à Bader, ce qu'on a appelé la bande à Bader, le terrorisme en Allemagne. Et évidemment, on fait un parallèle avec aujourd'hui. Et il y a eu un film qui s'est réalisé, qui s'appelle L'Allemagne en automne, qui a été co-réalisé par 10 metteurs en scène, dont Fassbinder. Donc 10 courts films de 10-15 minutes autour de cette question du terrorisme à ce moment-là en Allemagne. Et le choix de Fassbinder, c'est de faire un film dans lequel il se met en scène, lui, chez lui, avec sa mère, avec son amant,
et où il mêle finalement l'intime et le politique, et où il a une discussion. Le film est passionnant, vous pouvez le voir, je pense, sur les réseaux sociaux, sur je sais pas quoi, l'internet, tout ça là. Je suis pas très bon, mais et ça va être projeté, je pense, bientôt là dans le cadre de notre présence ici. Un film incroyable, et il discute avec sa mère de politique et de cette question là du terrorisme. Et on est vraiment parti de ce film là parce qu'il raconte bien le fond des choses finalement, c'est-à-dire comment est-ce que art et politique se conjuguent, se dissocient, et c'est le cœur du spectacle. Vous avez souvent monté des pièces avec un texte très lyrique, comme celle de Wajdi Mouawad par exemple, également des textes beaucoup plus poétiques comme celui de Par les villages de Peter Handke. Et de ce fait aussi, vous avez beaucoup joué sur la frontalité et joué face publique. Et il me semble que dans cette pièce, il y a beaucoup de choses qui changent. D'une part, du fait de la trivialité du langage, quand même, qui est au cœur de la pièce. Et d'autre part, il me semble que la frontalité, elle est en partie abandonnée, ou bien renouvelée, en tout cas. Et du coup, je voulais savoir ce que ça change pour vous de jouer une telle pièce, et comment on joue un tel texte aussi, après avoir joué des textes très différents. Alors, il y a deux types de réponses. D'abord, la particularité, je pense, moi quand je fais du théâtre, j'aborde chaque langue comme une nouvelle langue, comme si j'apprends le Falcrichter comme si j'apprenais le chinois, ou j'apprends le Peter Handke comme si j'apprenais le finnois. C'est-à-dire pour moi, chaque différente langue de théâtre amène une certaine manière de prendre la parole au plateau. Donc cette question de la frontalité, alors là je dirais, quand j'ai commencé à faire du théâtre, il y a environ, je sais pas, 25-30 ans, c'était pas tellement la mode, la frontalité. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui avait été abandonné. Et j'ai commencé à monter des pièces de Pasolini, Pier Paolo Pasolini, qui s'appuyait énormément, finalement, qui a écrit son théâtre en partant d'une réécriture d'Échille, des tragédies grecques. Et on oublie souvent que la frontalité au théâtre, le théâtre est né avec la frontalité, tout bêtement, parce que c'était un théâtre masqué, par exemple, le théâtre grec, et que les acteurs étaient toujours face publique. Et ça a été abandonné, pour aller vite, je ne vais pas faire un cours d'histoire du théâtre, mais disons à la fin du 19e siècle, avec la naissance d'un théâtre plus bourgeois, entre guillemets, c'est-à-dire que quand, dans Maison de poupée, Ibsen, Nora dit à son mari qu'elle va le quitter, elle ne lui demande pas face publique, c'est un théâtre de chambre, comme ça, il y a tout d'un coup un nouveau répertoire qui naît à un moment donné, qui fait qu'on n'est plus face publique, on n'est plus sur un théâtre, on va dire, qui s'adresse au monde, on est sur un théâtre de chambre plus, et donc on abandonne la frontalité à ce moment-là. Et moi, quand j'ai commencé à faire du théâtre, les textes qui m'intéressaient, c'était, on peut dire, les grands textes épiques. Donc on parlait de Wajdi Mouawad, par exemple, mais Handke, Pasolini, d'autres, toujours des textes contemporains, ça c'est important aussi, c'est très important pour moi de monter les textes d'aujourd'hui, et il y a des grands textes épiques contemporains, et donc la question de la frontalité pour moi était absolument évidente, nécessaire. Le premier partenaire pour moi au théâtre, c'est le public, c'est-à-dire on est là pour faire passer quelque chose au public, pour faire passer une énergie, pour faire passer une parole. Donc il y avait à la fois un retour à la tradition du théâtre, la naissance du théâtre, on va dire, et voilà. Après, sur Je suis Fassbinder, il y a une particularité qu'on n'a pas encore évoquée, c'est que c'est une co-mise en scène, hein, c'est-à-dire qu'on signe à deux la mise en scène, Falk Richter et moi-même. C'est un exercice assez particulier, étrange, et pour l'un et pour l'autre, mais très très passionnant, on va dire, puisqu'on confronte, on s'est choisi avec Falk Richter, donc on a des affinités, mais en même temps des grandes différences. Et donc, on va dire que ce que vous dites sur on va dire la différente frontalité sur ce spectacle-là par rapport à mes propres spectacles que je signe seul, elle vient aussi de là. Elle vient du fait que, par exemple, je suis quelqu'un qui, dans mes spectacles, quand je les mets en scène, je me sers très peu des micros, je me sers très peu de la vidéo. Dans ce spectacle-là, il y a des micros, il y a de la vidéo, mais pas seulement. Donc, le spectacle est aussi le fruit de cette collaboration qui est assez belle, hein, parce que c'est pas simple de travailler à deux. La première fois que j'ai rencontré Falk Richter et qu'on a pensé faire un spectacle ensemble, il m'a dit on fait quelque chose si on a chacun deux casquettes
dans le spectacle. Alors il m'a dit, moi je serai auteur et metteur en scène, et toi tu seras metteur en scène et acteur. Ce qui est assez beau parce que ça fait circuler des choses d'une manière un peu inédite, et je pense que ça nous apporte et à l'un et à l'autre. Et ça c'est le deuxième spectacle qu'on signe ensemble. On avait fait un spectacle qui s'appelait My Secret Garden il y a quelques années, qui était fait dans la même configuration de travail en fait. Sur les écritures aussi, peut-être juste rebondir là-dessus, j'essaye de travailler sur des auteurs extrêmement différents. Il y a rien à voir entre Wajdi Mouawad et Peter Handke, rien à voir entre Annie Heiling et Falk Richter, Pascal Rambert et Fabrice Melchior. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est cette exploration inlassable, puisque finalement, j'ai dû monter aujourd'hui environ 70 textes de théâtre, et là-dessus, j'ai dû monter 4 classiques. Hein, j'ai fait un Shakespeare, un Marivaux, et à l'opéra, c'est la même chose. Quand je travaille à l'opéra, j'essaie de travailler sur le répertoire contemporain. Pourquoi ? De manière militante, d'abord, parce que je pense qu'il faut faire entendre les écritures contemporaines, que c'est important, que les écritures contemporaines, par définition, c'est le patrimoine de demain. Je veux dire, quand Molière écrit ses pièces, c'est un jeune auteur contemporain, et puis au bout d'un moment, ça reste. Donc il faut monter les textes contemporains, parce qu'il me semble aussi que j'ai toujours été persuadé que je suis toujours assez énervé contre les metteurs en scène qui disent je vais monter les Perses d'Échille parce que ça parle de la guerre en Irak aujourd'hui. Pour moi, c'est pas vrai. Ce qui parle de la guerre en Irak aujourd'hui ou de la guerre, je sais pas où, c'est des écrivains qui écrivent aujourd'hui sur aujourd'hui. Donc là, il y a quelque chose pour moi qui est important aussi dans mon engagement sur les écrivains d'aujourd'hui. Et puis, c'est plus passionnant aussi, je trouve, parce que c'est plus dangereux. C'est-à-dire que le public, parfois, vient au théâtre dans une forme de confort, il vient voir des choses qu'il connaît, il va aller plus facilement voir un Tartuffe ou un Don Juan, un machin, parce qu'il sait un peu ce qu'il va voir, comme, je sais pas quoi, si on va au concert, on va aller voir plus facilement les Rolling Stones qu'un jeune groupe inconnu. Voilà, l'enjeu aussi militant, c'est ça, et par passion, puisque ce qui me passionne, c'est les textes d'aujourd'hui, c'est ce qui s'écrit autour de moi, voilà. Et par rapport à ce choix de texte, vous avez dit dans une des autres innombrables rencontres que vous avez faites que vous preniez des textes, vous les choisissiez parce qu'ils vous posaient problème, qu'il y avait quelque chose qui allait aussi poser problème et vous alliez travailler autour de ça. Qu'est-ce qui vous a posé problème dans ce texte qui a fait en sorte que vous l'avez choisi aujourd'hui ? Alors, ce qui m'a posé problème dans ce texte, la réponse elle est simple, c'est que quand on a décidé de faire ce projet, il n'était pas écrit encore. Il s'est écrit pendant les répétitions. Donc là, le risque sur ce travail-là, c'était de se dire, on part sur un texte qui n'est pas du tout écrit, qui va parler d'aujourd'hui. Donc là, le risque à ce moment-là était là. Alors quand je parle de risque, c'est... Donc moi, je suis metteur en scène, acteur. Le métier de metteur en scène... On apprend assez vite à le faire, le savoir-faire. Quand on a fait 2 ou 3 mises en scène dans un cadre professionnel, on sait comment ça marche, on sait comment faire un bon spectacle. Si on sait bien s'entourer de collaborateurs de talent, c'est pas très difficile. C'est-à-dire le savoir-faire en soi de la mise en scène n'est pas le plus compliqué. Ce qui est compliqué, c'est après, comment sans cesse on creuse, on se renouvelle, on ne s'endort pas, on ne fait pas toujours la même chose. Et je trouve que souvent, le metteur en scène peut mal vieillir. Hein, c'est-à-dire qu'on peut s'installer dans quelque chose, trouver une certaine forme de confort. Aussi parce que les gens qui viennent voir vos spectacles, les professionnels, les critiques, voire le public, ont vu des spectacles de vous qu'ils aiment et ils ont envie de revoir le même type de spectacle. Ils vous poussent aussi à refaire le même type de spectacle. Et donc ça m'a toujours fait énormément peur de m'installer dans quelque chose. Donc j'ai toujours veillé à chaque nouveau projet à me mettre en danger, on va dire. Donc je lis énormément de pièces de théâtre, quasiment tout ce qui est publié, et puis beaucoup de choses qui ne sont pas publiées aussi. Et souvent, je tombe sur des pièces qui me plaisent, que j'aime. Je me dis, je pourrais monter ça, mais je vois à peu près comment je pourrais le monter. Alors je me dis, non, je ne fais pas, parce que je sais à peu près comment le faire. Et dès que je tombe sur quelque chose où je ne sais pas, pour une raison ou une autre, parce que c'est une langue plus difficile, parce que, voilà, par exemple, Wajdi Mouawad, qui est quelqu'un qui est par ailleurs un ami, c'était une langue qui, pour moi, était très étrangère. C'est-à-dire, je me disais, j'aime beaucoup ça, mais ce type de théâtre-là,
c'est raconter des histoires comme ça. Moi, je suis plutôt un enfant de Heiner Müller, de la déconstruction des textes au théâtre, etc. Et donc, Wajdi, c'est le retour à la narration. Il y a cette espèce aussi de rapport au sentiment, à l'émotion, etc. C'était très, très loin de moi. Et c'est parce que c'était très, très loin de moi que je me suis dit, je vais aller me frotter à ça, ça va me déstabiliser, ça va me poser problème. Alors, je l'ai fait parce que j'aimais quelque chose dans son écriture. Mais j'y suis allé parce que ça me faisait peur. Et je vais vers les textes qui me font peur, parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Peut-être aussi parce que de manière biographique, autobiographique, il y a longtemps, pas loin du moment où vous êtes vous, j'ai hésité, j'avais à la fois envie de faire des études, de pousser, j'aimais ça, et puis il y avait le théâtre, et peut-être finalement, là, quand j'aborde un texte aujourd'hui, je cherche un texte qui m'échappe parce que le temps de la répétition est un temps d'étude, un temps de recherche, et que ça me plaît aussi d'être dans cette relation-là. Oui, par rapport à justement ce goût de la contemporanéité des textes, je me demandais pourquoi prendre la figure de Fassbinder ou Tarkovsky, justement, enfin, vous avez joué dans un autre spectacle sur un autre réalisateur, et qui appartiennent justement au patrimoine, et ne pas parler des réalisateurs contemporains. Et surtout aussi, pourquoi utiliser la figure de Fassbinder pour parler du terrorisme aujourd'hui, parce que c'est pas le même terrorisme dont on parle. Enfin, voilà. Alors, bon, déjà, pourquoi Tarkovsky ou pourquoi Fassbinder? Parce qu'ils ont beaucoup écrit, beaucoup produit, et qu'évidemment, il y a un matériau beaucoup plus large. Par exemple, le spectacle qu'on a fait autour de la figure d'Andrei Tarkovsky, il est appuyé sur le journal de Tarkovsky, sur les scénarios de Tarkovsky, etc. Donc, il y avait un matériau qui était beaucoup plus grand. Là, pour le coup, j'étais juste acteur. C'était une proposition qu'on m'avait faite. Alors, sur la question du terrorisme, alors ça, c'est Falk, évidemment. C'est Falk Richter qui a choisi vraiment la figure de Fassbinder. Moi, si j'avais dû choisir une figure, j'aurais choisi celle de Pasolini, qui est plus mon repère à moi. Le repère de Falk, c'est Fassbinder. Et très vite, je pense que Falk n'avait pas envie de parler, comment dire, il n'avait pas envie de faire un spectacle sur le terrorisme aujourd'hui. Il avait envie de faire un lien entre ce qui s'était passé en 1977 en Allemagne et ce qui se passait aujourd'hui. Ça lui permettait évidemment de créer des effets de profondeur, des effets de miroir qui évidemment nous intéressaient. Et puis il y avait cette question véritable de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Fassbinder, il a répondu. C'est-à-dire à un moment donné, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des Fassbinder? Est-ce qu'en France il y a des Fassbinder? C'est-à-dire des figures qui prennent autant de risques, justement. Une figure très particulière, la figure de Fassbinder, à tout point de vue, dans son image sociale, on va dire, dans le rapport qu'il avait aux acteurs, dans le rapport à la politique. Il était lui-même proche de certains membres de la bande à Baader-Meinhof. Donc c'est une figure qui pose problème. Et finalement, quand on s'est retrouvé à discuter sur les moments de préparation du spectacle, on se posait notre propre rapport à ça, notre propre rapport à l'engagement. Par exemple, moi, il y a eu plusieurs moments dans mon chemin d'artiste où j'ai décidé de m'engager publiquement pour certaines choses, pour les sans-papiers à un moment donné, à Saint-Bernard, pour les intermittents après à Avignon. Et ça pose toujours problème, le moment où en tant que figure publique, vous décidez, c'est pas très agréable finalement. On le fait parce qu'on se dit que ça peut finir par aider à faire bouger les choses, mais de soi, de son endroit, cette figure d'artiste officiellement engagé, c'est une figure qui est assez déplaisante finalement, qui vous apporte pas des choses très, très passionnantes à vous, qui vous pose plus de problèmes qu'autre chose. Donc on se posait aussi toutes ces questions-là de quel théâtre on fait, et passer par Fassbinder, c'était pour nous... On ne trouvait pas justement aujourd'hui dans les figures de cinéastes d'aujourd'hui cet équivalent-là. Si on l'avait trouvé, peut-être qu'on l'aurait interrogé. Mais c'est bien parce qu'on ne le trouvait pas qu'on a été le chercher un petit peu plus loin. Et puis, il y avait aussi dans Fassbinder, ça aussi c'est important, il n'y a pas que la figure politique, il y a aussi, c'est assez délirant, tout l'univers de Fassbinder, l'esthétique de Fassbinder, le monde de Fassbinder, son rapport au théâtre, son rapport au cinéma, son rapport à ses amants, son rapport à ses femmes. Il y avait comme ça une complexité de la figure qui, évidemment, en faisait une figure théâtrale et
et qui pouvaient faire théâtre, comme on dit, à un moment ou à un autre. Voilà. Du coup, j'avais une autre question qui portait plus sur votre parcours en tant que directeur d'école, puisque vous avez été directeur du TNB, du coup, le Théâtre National de Bretagne. Et du coup, c'est la deuxième fois que vous dirigez un théâtre-école. Quels sont les enjeux du théâtre-école pour vous et qu'est-ce que ça veut dire de monter Fassbinder quand on est directeur d'un théâtre-école ? Alors, je n'ai pas monté Fassbinder parce que j'étais directeur d'un théâtre-école. Hein. Ça, c'est autre chose. Je vais vous répondre sur l'école. Moi, j'ai toujours pensé que la transmission, c'était au cœur de tout. Hein, c'est-à-dire, je dis souvent, je pourrais m'arrêter d'être acteur, je pourrais m'arrêter d'être metteur en scène, je pourrais m'arrêter d'être directeur de théâtre, je pourrais pas m'arrêter d'enseigner parce que il y a un endroit magique, je ne sais pas comment dire ça autrement, dans la transmission, pour plusieurs raisons. Parce que, d'abord, je pense que dans tous les métiers artistiques, faire passer ce qu'on a appris, ce qu'on sait, c'est primordial, y compris, moi le premier truc que je dis aux élèves quand je travaille avec eux, je leur dis, je vais vous apprendre des choses, mais ce que je veux, c'est que vous me tuiez. Hein, je veux surtout pas que je veux pas être un modèle pour vous. Je vais vous donner des clés, mais je vais vous donner des clés pour construire votre propre théâtre, pour vous construire contre mon théâtre, que vous soyez pas dans un processus d'admiration, de répétition. Moi, je suis persuadé que on est dans l'art vivant, donc tout ce qu'on pose à un moment donné est presque immédiatement mort. Et je dis souvent ça aux élèves. Je dis mon théâtre, il est déjà mort. Le théâtre de Vincent Macaigne, il est déjà mort. C'est à vous qui arrivez de réinventer sans cesse les formes. Et ça, toute l'histoire de l'art ne raconte que ça. Hein. Il n'y a qu'à prendre l'histoire de l'art et de la peinture et de la sculpture dans les années 1910 à 1930, où tout d'un coup, il y a un mouvement qui casse l'autre l'un après l'autre, et où on voit que toute la richesse, elle est à cet endroit-là. Elle est quand on se dresse contre ce qui vient d'être là. Moi, j'ai commencé à faire du théâtre contre Patrice Chéreau. Voilà, c'était un théâtre, tout d'un coup, qui était un théâtre, pour moi, épouvantable, magnifique, on va dire, dans la manière dont c'était fait, mais en même temps, c'était le contraire de ce que j'avais envie de voir, finalement, et ça m'a aidé à me construire. Et je pense que ça, c'est très important. Donc, pour moi, l'école, c'est ça déjà pour des artistes. C'est dire aux artistes au départ, on va vous donner des outils, mais on va vous donner des outils pour que vous puissiez casser la boutique et la reconstruire ensuite. Ensuite, quand j'étais au TNB, au Théâtre National de Bretagne à Rennes, c'était une école d'acteurs, simplement, hein, ce qui est très différent avec le TNS, qui est une école qui forme des acteurs, des metteurs en scène, des dramaturges, des scénographes, des techniciens de la scène. Donc on n'envisage pas du tout de la même manière de diriger ces deux écoles-là. Et l'énorme différence aussi, c'est que l'école du TNB à Rennes, elle a une particularité, elle a été créée par un artiste, Christian Collin, qui a inventé un modèle qui est extraordinaire d'ailleurs, hein, c'est-à-dire c'est une promotion tous les 3 ans, donc c'est extrêmement luxueux. Vous avez 12 élèves pendant 3 ans, donc vous pouvez vraiment inventer l'école par rapport à la promo que vous avez, puis réinventer une autre école les 3 années suivantes. Au TNS, il y a beaucoup plus de contraintes, on va dire, mais l'idée, on va dire l'idée centrale depuis que je suis arrivé, c'est d'arriver à faire que le théâtre et l'école puissent être vraiment le plus indissociable possible. La grande force du TNS, par rapport au conservatoire à Paris, par exemple, ou même par rapport à l'ENSAT ici, c'est que les élèves sont dans un théâtre dans lequel il y a une programmation, il y a des spectacles qui se répètent, ça veut dire qu'il y a tout le temps des artistes en travail dans la maison, donc qu'en plus des cours, etc., et tout ça, les élèves sont sans cesse confrontés à des artistes qu'ils peuvent rencontrer, artistes, acteurs, metteurs en scène, créateurs scénos, etc. Donc ça, je dirais, c'est la richesse du TNS. Donc j'essaye d'appuyer vraiment à cet endroit-là. Et l'idée après, c'est comment est-ce qu'on mêle les générations. Ça aussi, je pense que c'est très important dans les enseignants. Il faut à la fois faire venir des grands maîtres. En ce moment, il y a Jean-Pierre Vincent, qui est, on va dire, un grand maître qui enseigne. Mais l'année dernière, c'est Julien Gosselin qui a fait le spectacle de sortie des élèves. L'année d'avant, c'était Thomas Joly. Là, bientôt, on va faire venir Caroline Guiella. Donc, c'est comment est-ce qu'on mêle les générations, les très jeunes metteurs en scène et beaucoup plus vieux pour qu'il y ait quelque chose qui circule aussi, parce que le théâtre doit sans cesse être en prise avec
tout ce qui bouge, tout ce qui change. Et par exemple, sur les métiers techniques, il s'agit aussi de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les métiers de la scénographie ont énormément bougé avec l'irruption de la vidéo sur les plateaux. Donc là, il y a d'autres formes aussi d'enseignement à développer. Mais en tout cas, la richesse incroyable d'un théâtre comme le TNS, c'est cette double théâtre-école, et notamment parce que, j'aurais peut-être pas pris la direction d'un autre théâtre, on a tout le temps 2 promotions de 25 élèves, ce qui veut dire qu'il y a toujours 50 jeunes artistes dans le bâtiment. Il y a 100 permanents, administratifs et techniques, dans le bâtiment. Ce qui fait que ces 50 jeunes artistes qui foutent le bordel dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui disent pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire bouger ça dans l'institution et tout ça, c'est extrêmement important pour que l'institution ne meure pas. Parce que, pas vous faire un cours pareil d'histoire de la décentralisation théâtrale, mais on vient de fêter les 70 ans de la création des centres dramatiques nationaux, de la décentralisation théâtrale et tout ça. Et on est sur des modèles qui sont un peu vieillissants quand même. C'est-à-dire qu'il faudrait les réinventer complètement, se reposer la vraie question, et notamment des publics. Hein. Ça, c'est ce que j'essaye de faire au TNS, mais c'est un gros boulot. On sait très bien que les publics de théâtre sont des publics qui vieillissent, sont des publics qui ne se renouvellent pas tant que ça, sont des publics où il n'y a pas de diversité sociale, où il y a simplement une classe sociale qui vient là. On sait que sur les plateaux de théâtre et dans les salles, il n'y a pas du tout ce qu'on appelle la diversité, j'aime pas ce terme, mais en tout cas, que la France, aujourd'hui, dans toute sa diversité culturelle, elle est pas représentée sur les plateaux et dans les salles. Donc au TNS, on fait un gros boulot aussi là-dessus, pour pas que nos scènes soient désespérément blanches, en tout cas, que la France, elle soit présentée dans tout ce qu'elle est sur les plateaux aussi. Mais là, il y a aussi un gros boulot. J'ai dû m'éloigner de la question initiale, mais voilà, c'est pas grave. Je voulais aussi vous interroger sur le jeu, en fait, justement, puisque j'ai l'impression que dans Clôture de l'amour ou dans Tarkovsky, vous avez un jeu assez théâtral, qui monte sa théâtralité, alors que justement, dans le Fassbinder, j'ai l'impression qu'il y a un jeu plus naturaliste. Et je ne sais pas si ça, c'est une injonction que vous êtes donnée pour le spectacle, ou si ça vient justement de Falk Richter. Enfin, je me demandais si vous avez... Vous parlez de mon jeu à moi ? Oui. D'accord. En fait, il y a plusieurs choses. Oui, d'abord, c'est 3... Quand je fais Clôture de l'amour, c'est Pascal Rambert qui me dirige. Quand je fais Tarkovsky, c'est Simon Delétang qui me dirige. Et puis là, c'est moi et Falk Richter. Donc évidemment, le plaisir pour un acteur et pour l'acteur que je suis quand je travaille pour d'autres metteurs en scène, c'est de rentrer dans leurs univers. En même temps, j'aime l'idée de l'acteur-créateur. Hein, c'est-à-dire que, je m'explique... Juliane Beck et Judith Malina, peut-être vous connaissez, le Living Théâtre. C'est des écrits passionnants. Allez regarder ça, La vie du théâtre, Juliane Beck. C'est toute cette expérience assez incroyable du Living Théâtre dans les années 60-70. Ils ont théorisé un terme qui, je crois, en anglais s'appelle actressor. Actressor, c'est une contraction entre acteur et créateur. C'est-à-dire l'idée de l'acteur, non pas comme un exécutant, non pas comme quelqu'un qui est la créature du metteur en scène, mais comme quelqu'un qui a sa propre vie. Valère Novarina dit ce truc que je trouve magnifique, qui dit « L'acteur n'est pas au centre, il est le seul endroit où ça se passe. L'acteur n'est pas au centre, il est le seul endroit où ça se passe. » Et c'est vrai, quand on est sur le plateau de théâtre, en tant qu'acteur, on sait que c'est pas le metteur en scène qui est là, et c'est un metteur en scène aussi qui vous parle, mais cette force de l'acteur, je pense qu'elle est très très importante à affirmer. On est aujourd'hui dans un système, dans une histoire du théâtre où au début du XXIe siècle, le metteur en scène est un peu tout puissant, c'est lui qui décide des projets, c'est lui qui va chercher l'argent, qui touche les subventions, qui dirige les théâtres, etc. L'acteur et l'auteur sont plutôt peu associés à ce processus. Et quand j'ai pris la direction du TNS, par exemple, ça a été important pour moi d'associer à la direction du TNS des metteurs en scène, mais des acteurs, mais des auteurs, à égalité d'une certaine manière, pour remettre un peu les pendules à l'heure. Donc ça, pour en venir à ça, moi, quand j'arrive sur un plateau de théâtre, sur une répétition, je viens avec l'acteur que je suis,
que je revendique, cet acteur-créateur, donc avec, on va dire, quelque chose de moi que je ne vais pas effacer. Et en même temps, j'essaye d'être le plus ouvert à l'endroit où on va me demander d'aller. Entre Clôture de l'amour et Tarkovsky, il y a une grande différence, je pense, de mode de jeu. Là, il y en a encore une. Mais ça dépend vraiment de là où le metteur en scène va nous emmener. Par exemple, justement, on parlait de la frontalité tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup la frontalité au théâtre en tant qu'acteur. Simon Delétang sur Tarkovsky, qu'on a joué au Célestin là, il y a quelques semaines, me demandait justement de ne pas du tout être dans un rapport de regard au public, d'adresse au public, mais d'être à l'intérieur de moi-même, avec le texte, etc. Je le faisais parce qu'il avait envie que je le fasse et j'étais ravi de le faire. Donc, c'est comment est-ce que, face à chaque nouvelle aventure théâtrale, on déplace quelque chose. En même temps, un acteur n'est jamais le même par rapport à la langue qu'il défend, par rapport la particularité sur Je suis Fassbinder, c'est aussi qu'on a plusieurs types de profération, puisqu'il y a des moments où on a des micros à main, il y a des moments où on a les micros HF ici, il y a des moments où on est voix nue. Donc là aussi, c'est 3 techniques différentes, ce qui est passionnant à l'intérieur d'un même spectacle. Donc voilà. Et du coup, juste pour continuer sur cette question du jeu, en tant qu'enseignant, Qui parle? Ah, pardon. Oui, pardon, c'est encore moi. Sur cette question du jeu, en tant qu'enseignant, quelle vision, justement, enfin là, vous avez un peu répondu sur la vision de l'acteur, mais quel type de jeu? Est-ce que c'est un jeu qui... Enfin, j'ai l'impression quand même que vous avez un goût pour la distanciation. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais... Alors, j'ai pas l'impression... Alors, ça dépend de ce qu'on met derrière la distanciation, hein, mais je pense pas que je sois un acteur qui distancie beaucoup. Hein. Je suis plutôt un acteur, on va dire, charnel et sanguin. Après, il y a un rapport à la parole. Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire dans la question tout à l'heure sur le naturalisme, c'est-à-dire que pour moi, le jeu au théâtre et le jeu au cinéma n'ont rien à voir. Hein. C'est-à-dire que c'est 2 techniques complètement différentes. Et j'aime, oui, la profération, ce qu'on peut appeler la théâtralité, mais là, on pourrait mettre aussi beaucoup de choses. Il y en a beaucoup des théâtralités différentes. Mais en tout cas, je trouve que la force du théâtre, c'est effectivement ce truc d'être face à une assemblée. Et face à une assemblée, on parle par définition pas de la même manière que quand on parle de l'un à l'autre. Et c'est aussi ce qui est beau dans le geste théâtral et dans, me semble-t-il, ce que viennent voir les gens au théâtre quand on joue dans la cour du Palais des Papes à Avignon, par exemple. On le sent ça physiquement, on sent on rentre dans une arène et qu'il y a quelque chose dans le public aussi qui est ce plaisir de voir l'acteur en danger, seul face à toute cette assemblée, parce que ça fait très peur, hein, toujours, cet endroit. On est dans un endroit qui n'est jamais naturel hein, quand on est acteur. On arrive, hier soir, là, on arrive au TNP, on est devant 600 personnes, on est juste nous, hein, comme ça, donc il y a quelque chose, il faut aller au-delà de quelque chose, et là, il y a un engagement, on va dire, du corps, qui est particulier. Sur l'enseignement, je dirais que je me suis toujours méfié des méthodes. Hein, je pense que j'ai jamais été pour les méthodes d'enseignement. Je pense qu'il faut aider chaque acteur à trouver son propre geste, sa propre singularité. Je reviens à Valère Novariena. Valère parle de la maladie singulière de l'acteur. Il dit qu'un bel acteur, c'est un acteur qui a une maladie singulière, c'est-à-dire qui est quelqu'un de pas comme les autres et qui a finalement développé sa singularité, sa maladie. On pourrait dire, par rapport à des gens qu'on connaît tous, Fabrice Lucchini, il a sa maladie singulière qu'il a développée à un endroit et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est tout d'un coup comme ça, cet endroit très particulier. Je prends Lucchini, je pourrais prendre n'importe qui d'autre, mais donc quand je travaille avec les acteurs, je veille d'abord, et ça c'est important, à ne pas leur apprendre à faire mon théâtre, hein, ça c'est très important, je les ouvre à toutes les formes de théâtre possibles, mais par contre, je vais les pousser à aller au plus pointu, précis d'eux-mêmes, en
plus de tout le bagage technique, etc. Bon, ça qui est important. Mais voilà, ça va être un petit peu ça, on va dire, le cœur de l'enseignement et de la formation. Ce qui n'est pas simple avec des jeunes acteurs, parce que souvent, quand on dit à un jeune acteur « sois toi-même », il va dire « mais qui suis-je » ou bien « je ne suis pas quelqu'un d'intéressant, ça ne va intéresser personne si je suis moi-même ». Alors que non, justement, c'est s'il est au plus près de lui-même qu'il va faire apparaître quelque chose que personne n'aura jamais vu. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs peu intéressants parce qu'ils veulent ressembler à quelqu'un ou qui se projettent dans l'acteur qu'ils aimeraient être et qui s'éloignent finalement de leur propre force et de leur propre singularité. Merci. Moi, je voulais rebondir sur une de vos remarques. Vous parliez de la diversité sociale du public. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans les écoles supérieures d'art dramatique, il y a aussi l'enjeu de la diversité sociale des élèves. Et donc, je voulais savoir comment vous vous positionniez par rapport à ça et concrètement, comment vous faisiez face, par exemple, au dilemme de la discrimination positive et comment vous faisiez pour concrètement aussi catégoriser les élèves et vous assurer qu'il y a bien une diversité sociale. Alors, c'est une question pas simple, mais intéressante. D'abord, la discrimination positive, personnellement, je n'ai pas le droit de le dire en tant que directeur d'institution, je suis pour, personnellement. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, il y a quelques années, quand Aurélie Filippetti était ministre de la Culture, elle a, on va dire, favorisé l'accession des femmes à la direction des théâtres. Il y avait très peu de femmes directrices de théâtre. Et on avait calculé, finalement, que je ne sais plus si c'est elle qui avait fait le calcul ou je ne sais plus qui, que si on voulait arriver assez vite à une parité dans les directions des théâtres, il faudrait que pendant, je crois, les 8 années qui viennent, on ne nomme que des femmes dans les processus de renouvellement des théâtres. Hein. Moi, j'étais pour. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on est tellement en retard que, pour le coup, la discrimination positive, pour rattraper le retard, on va dire, je suis archi pour. Par exemple, effectivement, sur cette question de la discrimination sociale et de la discrimination, on ne sait jamais comment l'appeler, hein, du fait qu'il n'y ait pas de jeunes gens à la peau noire qui soient sur les plateaux de théâtre, ou si peu, par exemple. Là, je pense qu'il y a un vrai problème, un problème de fond, parce que si nous, artistes, nous, théâtre, on ne s'empare pas de ces questions-là, qui va le faire? Donc, pour répondre concrètement à votre question, il y a 4 ans, 5 ans, on a créé un programme qui s'appelle Premier Acte au Théâtre de la Colline avec des fondations privées et publiques, qui est un programme qui assume clairement la discrimination positive et qui est un programme qui propose à des jeunes gens issus de la diversité d'avoir un complément de formation pendant 1 an et qui les aide, on va dire, à une espèce d'accélérateur qui va les aider ensuite à rentrer dans les écoles supérieures, etc. Alors, par quel biais je vous raconte tout ça le plus simplement possible? À un moment donné, j'ai posé la question à toute la nouvelle génération, là, Macaigne, Thomas Joly, Gosselin, et je leur disais, mais pourquoi est-ce que dans vos distributions, il n'y a pas de jeunes gens issus de la diversité? Pourquoi dans votre génération, alors que encore dans la mienne, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui bouge. Et qu'est-ce qu'ils m'ont tous répondu? Ils m'ont dit, mais tous les gens avec qui je travaille, c'est des gens que j'ai rencontrés à l'école. Vincent, il disait, moi, c'est les gens que j'ai rencontrés au conservatoire. Gosselin, il disait, c'est les gens que j'ai rencontrés à l'école du Nord. Et donc, ils disent, c'est pas que je veux pas, mais je travaille avec mes copains. Et mes copains, c'était les gens qui étaient avec moi à l'école. Donc, quand on a créé le Premier Acte, on s'est dit, il faut qu'on fasse un mouvement pour que rentrent en masse dans les écoles des jeunes gens issus de la diversité. Donc, on a créé ce programme-là. Il se trouve que ça marche. Alors, à l'entrée du concours du TNS, je précise, quand mon jury est là, on ne fait aucune discrimination positive. Mais qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? Quand je dirigeais l'école du TNB, sur 800 candidats, il y en avait, disons, 6 ou 8 qui n'avaient pas la peau blanche. Et je me disais, c'est étrange, parce que pourquoi si peu? Un jour, je rencontre une jeune fille au Théâtre de la Colline, une spectatrice, une jeune fille qui a la peau noire, et qui me dit, je ne vais plus venir au Théâtre de la Colline. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que je ne vois pas de personnes qui me ressemblent sur le plateau de théâtre et que ça me pose question. Je lui réponds,
tu as absolument besoin de voir une jeune femme à la peau noire sur le plateau de théâtre pour t'identifier à ce qui se passe sur le plateau. Elle me dit non, pas du tout. Simplement, ce qui me pose problème, c'est que je n'en vois jamais, me dit-elle. C'est ça qui me pose problème. Je ne vois jamais de jeunes filles à la peau noire sur les plateaux de théâtre. Donc ça me pose question, ça me pose problème, donc ça veut dire que cet endroit-là n'est pas pour moi. Donc, ce qui s'est passé au TNS, c'est qu'à la suite de cette aventure premier acte, donc, on a reçu de plus en plus de candidatures. Hein. Maintenant, je ne sais plus, il y a 2 ans, sur 800 candidats, on en avait 100 ou 120 issus de la diversité. Et évidemment, sur 100 à 120, il y avait des gens qui étaient très doués, etc., qui sont rentrés, etc. Donc ça, c'est une vraie question. La question de la diversité sociale, c'est encore une autre question. C'est pas la même. Ça aussi, je pense que c'est très important de les c'est surtout pas, d'ailleurs, parce que on vient de la diversité qu'on a des problèmes sociaux. Du tout, et il ne faut pas faire d'amalgame. Donc ces 2 questions, je pense qu'il faut traiter différemment. Alors on les traite différemment dans le sens que on a créé ce programme premier acte. Là, on va créer une classe préparatoire, mais qui va plus s'adresser aux gens qui sont en difficulté sociale à Mulhouse, en rapport avec Strasbourg. Il y a une classe de ce type-là qui existe à Saint-Étienne aussi, je sais, à la Comédie de Saint-Étienne. Et donc, on essaie de créer ces questions-là, mais elles sont passionnantes parce que, par exemple, quand je suis arrivé au TNS, j'assistais aux entretiens des élèves scénographes, et le dirigeant de la section scénographe demandait aux élèves « Mais vous savez que si vous rentrez à l'école, il faut que vous puissiez vivre pendant 3 ans à l'école, ça coûte cher, etc. Comment vous allez faire? Est-ce que vous avez les moyens de vivre pendant 3 ans au TNS ?» Ça me paraissait dingue qu'on demande à des élèves dans une école publique s'ils auraient les moyens de vivre à côté. Ça me paraissait pas du tout normal. Donc on est en train aussi de remettre en question et en place tous les systèmes de bourse, etc. Parce que comme on a de plus en plus de jeunes gens en grande difficulté sociale qui intègrent l'école par rapport à tout le boulot qu'on fait, évidemment, ça nous pose le problème des bourses, etc. etc. Donc mais ça fait bouger les choses et c'est très bien. Justement, sur cette histoire-là de diversité au théâtre, dans les écoles, en tout cas d'art dramatique, s'il y en a de plus en plus du coup, d'élèves issus de la diversité sociale, est-ce que ce ne serait pas grâce au cinéma? Parce que j'ai l'impression qu'au cinéma, c'est mon impression, il y a de plus en plus de films où on voit des jeunes de tous les milieux. Il y a eu Divine, bon d'accord, mais c'est quand même ça. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que vous allez discuter, c'était le cœur de la discussion avec tous ces jeunes gens, c'est-à-dire que Jiska Calvanda, qui joue dans Divine et qui est rentrée à l'école du TNS, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Je suis contente de faire Divine, mais moi, j'ai pas envie de jouer la nana de banlieue toute ma vie. Ce que je veux jouer, c'est Bérénice, moi. » Et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est à cet endroit-là que la question se pose. Parce qu'au cinéma, oui et non. On le sait très bien. Parce que, alors, j'en connais des jeunes acteurs de type maghrébin ou black à qui on ne propose que des rôles de dealers, que des rôles de jeunes gens des cités, etc. Et tout ça. Et là, on est super en retard par rapport aux anglo-saxons, etc., qui, sur cette question-là, ont quand même beaucoup plus avancé que nous, parce qu'on est dans des... Mais il ne faut pas oublier aussi que, par exemple, au théâtre, on a abandonné depuis très peu de temps, et encore, ce n'est pas totalement abandonné, la question des emplois. Il y a très peu de temps au théâtre, quand vous étiez un peu rondelette, vous jouiez les soubrettes toute votre vie. Quand vous étiez une jeune fille mince et diaphane avec les cheveux blonds, vous jouiez Ophélie toute votre vie, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus super en avance dans ces questions-là. Et là, dans tout le débat qu'il y a eu, parce qu'on a développé un très très beau débat sur cette question-là, notamment avec beaucoup de metteurs en scène de ma génération qui disaient... Bah oui, mais moi, je ne peux pas prendre pour jouer... Par exemple, si je monte le Roi Lear, je ne vais pas prendre pour jouer les 3 filles du Roi Lear, une fille qui a la peau noire, une fille blanche et puis une fille asiatique. Ce n'est pas possible, disent un certain nombre de metteurs en scène de ma génération ou plus âgés.
moi, quand j'entends ça, je tombe de ma chaise. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est possible, ça ne pose de problème à personne si ce sont des bons acteurs. Et en général, ça ne pose aucun problème au public. Mais, et tu vas en Angleterre, tu vas à Londres, tu vois tous les jours un roi Lear avec une des filles, elle est d'origine pakistanaise, l'autre pas du tout, etc. Ça pose des problèmes à personne, sauf aux metteurs en scène parfois qui, sur des questions de dramaturgie, vont se dire mais non, ça ne peut pas, ça n'est pas logique, ça n'est pas possible, etc. Ça, c'est un vrai problème qu'il faut faire voler en éclats. Et en dehors de ça, il y a aussi, je dirais, une question sur les publics. Pourquoi est-ce que dans le public non plus, cette diversité-là, elle n'est pas là dans les publics de théâtre? Ça pose une vraie question. Et pour moi, il y a un rapport. Il y a un rapport, c'est-à-dire que... Voilà. Mais pour vous répondre, au cinéma... et encore, on est d'accord, Omar Sy, dans Intouchable, il joue le mec sympa et tout ça, rigolo et tout ça, et François Cluzet joue le mec sérieux, atteint du machin, etc. Donc c'est la question là aussi de la représentation de cette question-là, elle est complexe. Oui, mais disons qu'on avance tout doucement, on avance. C'est comme pour les femmes quotas. Alors moi, j'aime bien parler plutôt que de discrimination positive, plutôt parler de mesures correctrices d'inégalité. Je préfère, parce que le terme discrimination... pour les femmes, ça vient aussi quand pendant des années, et c'est encore le cas aujourd'hui, quand on a une femme au cinéma, dans un film, déjà il y a une femme pour 10 hommes, au théâtre c'est la même chose, c'est écrit par les hommes et pour les hommes, donc je veux dire ça bouge, mais c'est lent. Après, je suis d'accord, il faudrait qu'on aille plus vite et plus loin, mais pour les femmes, pour moi le corps des femmes au théâtre encore aujourd'hui ne représente pas la neutralité. Si on a besoin d'un acteur qui traverse la scène pour allumer un lampadaire, on va mettre un homme, pas une femme. Voilà, donc c'est pareil en fait pour les personnes issues de la diversité sociale. Moi, je pense que c'est une question qui est assez proche, effectivement, oui. qui est assez proche. Après, on ne peut faire avancer les choses, je pense qu'avec beaucoup de volontarisme, parce que sinon ça n'avance pas. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, pour le coup, on l'appelle comme on le veut, discrimination positive, moi je suis pour, surtout parce que souvent on dit la discrimination positive, ça amène à des excès, etc. Oui, ok, mais plus tard, pas tout de suite. Ça peut amener à des excès à un moment donné. Une fois que les choses sont remises d'équerre, on va dire, on peut rediscuter, mais... on est quand même dans des situations, me semble-t-il, qui sont qui confinent qui sont très problématiques, voilà, sur ces questions-là. Et par rapport à ces questions... Et ceci dit, pour répondre aussi, le théâtre n'est pas écrit que par des hommes. Il y a beaucoup d'auteurs femmes qui, curieusement, je suis bien placé pour ça, je lis tout, écrivent pas beaucoup plus de rôles féminins que les hommes. Donc c'est pas simplement une... Voilà. Non, et par rapport à ces questions, aussi du côté du public, maintenant que vous êtes directeur au du TNS, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ramener aussi un public plus diversifié au théâtre? Parce que vous avez mis pas mal de mesures en place à Saint-Denis, notamment des mesures pratiques avec les bus. Et est-ce que à Strasbourg, les enjeux forcément changent? Et quelles sont les mesures que vous avez pu mettre en place? Quels ont été les résultats? Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'aventure du théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis était une belle aventure dans le sens où qu'est-ce qu'on avait fait? Saint-Denis, c'était en banlieue parisienne, dans une banlieue dite difficile, etc. Et donc, le boulot qu'on a fait pendant 4 ans, c'était de faire que les gens de la ville, les gens des cités viennent dans le théâtre, le réinvestissent, tout en, et ça c'est vachement important, pas en faisant un théâtre, on va dire... facile, qui fasse que je sais pas quoi, c'est-à-dire en respectant le public, en faisant un théâtre avec du texte contemporain, exigeant, etc. On y est arrivé, c'est-à-dire que on a fait revenir les gens, on a vu que c'était possible. Ça aussi, c'est toujours important de se dire que y a pas de fatalité quand on met en œuvre des choses, elles arrivent. Mais qu'est-ce qu'on avait fait? On avait considérablement baissé le prix des places, et ça c'est mine de rien aussi assez important, et on avait fait toute une série de mesures. À Strasbourg, au TNS, c'est très très différent, c'est pas le même contexte, c'est un théâtre qui est au centre-ville, c'est une espèce d'institution comme ça où les gens ont peur de rentrer, c'est un théâtre très très marqué par, on va dire, la manière dont une certaine
moyenne bourgeoisie, moyenne grande bourgeoisie l'a investi pendant longtemps. Donc on a commencé là, quand je suis arrivé, à faire toute une série de choses. Le truc le plus, on va dire, emblématique, j'ai créé un truc qui s'appelle l'autre saison, qui est une saison parallèle à côté de la saison officielle des spectacles, une saison gratuite. Donc ça, c'était aussi une manière de dire, vous pouvez venir une quarantaine de fois au théâtre, voir des choses qui sont de la même qualité que ce qu'il y a dans la saison. C'est-à-dire, c'est les artistes qui sont dans la saison normale, on va dire, qui font des choses dans l'autre saison. Donc ça, c'est une des choses qu'on a mises en œuvre, qui marche déjà très très bien. Et puis après, c'est tout un boulot de fond qui passe souvent, finalement, là où on va chercher le plus de public éloigné du théâtre quand on dirige un théâtre, c'est en multipliant ce qu'on appelle les ateliers de pratique artistique, c'est-à-dire en allant faire des ateliers le plus possible dans des endroits improbables, loin du théâtre. Donc ça, je les ai multipliés. Après, on part, là encore une fois, de très loin, puisque... peut-être vous ne savez pas, mais il y a eu un grand débat ces dernières années sur est-ce que la décentralisation théâtrale a échoué ou a réussi. C'est-à-dire ce truc qui, Jean Vilar, etc., le théâtre va être pour tous, est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est une réussite ? Bon, moi je pense qu'il faut pas être dogmatique là-dessus. Qu'est-ce qui a réussi ? Ce qui a réussi, c'est que en 1947, c'était simplement la très très haute bourgeoisie qui allait voir le théâtre d'art, on va dire, et puis qu'avec tout le boulot de la décentralisation, toutes les classes moyennes ont eu un accès au théâtre. Et aujourd'hui, l'essentiel, on va dire, des spectateurs de théâtre, on va dire dans le théâtre public, sont des gens, on va en gros, issus de la classe moyenne. Donc ça a réussi, c'est déjà super. C'était pas le cas il y a 50 ans. Donc ça, c'est formidable. Mais ça s'est arrêté en route. En tout cas, c'est mon diagnostic. On n'a pas été plus loin. Les ouvriers vont pas au théâtre, les agriculteurs vont pas au théâtre, les gens qui sont dans une grande pauvreté vont pas au théâtre, etc. C'est-à-dire là, il y a quelque chose où on n'a pas réussi, on n'a pas été bon. Il faut le dire, il faut le savoir et il faut voir si on est prêt à aller plus loin. Mais pourquoi aussi est-ce qu'on n'a pas réussi ? On n'a pas réussi parce que, à mon sens, les acteurs, les metteurs en scène, les directeurs de théâtre sont tous, à quelques exceptions près, plus ou moins issus, eux aussi, de la moyenne bourgeoisie. Donc, tout d'un coup, cette question-là, il y a une forme d'entre-soi vaste, parce qu'elle est grande, là, on va dire cette petite moyenne bourgeoisie, mais qui fait aussi que la force d'aller dans des endroits où on ne va pas habituellement, il n'y a pas forcément cette nécessité-là. Je vous prends un exemple, je vais parler juste, moi aussi, là, quand j'ai fait Premier Acte, ce truc qui s'adresse aux jeunes gens issus de la diversité, c'est pas par hasard non plus, c'est parce qu'il se trouve que moi, mon grand-père est congolais, ça se voit pas, mais que cette question-là de la couleur de peau, de tout ça, c'est une question qui est importante pour moi, et je pense que c'est pas par hasard que du coup j'ai poser cette question. Et ça, c'est aussi une préoccupation qui était la mienne. Donc là aussi, je pense que la question, elle est vaste. On est loin du compte. On est d'autant plus loin du compte que ce n'est pas du tout une priorité du ministère de la Culture, qui n'en a plus vraiment beaucoup de priorités aujourd'hui. Donc, c'est formidable. Je ne sais plus ce qu'il a dit, là, notre copain à Abu Dhabi. Il n'y a rien de plus important que la culture, promouvoir la culture. Le premier truc qu'il fait, là, c'est qu'il coupe des subventions à tout le monde pour la création, donc c'est super, il est super en accord avec ce qu'il dit. Bon, bref, passons. En tout cas, c'est un chantier énorme et qui est loin d'être résolu. Ce théâtre pour tous ou la culture pour tous, et là aussi, il faut énormément de volontarisme. Et il n'est pas présent partout, ça aussi il faut le dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le job, souvent des petites structures, souvent les très petites structures font parfois parce qu'elles sont obligées de le faire pour pouvoir survivre, mais aussi par conviction. Et dans les structures moyennes ou les grosses structures, parfois on est confronté à une espèce de truc un peu idiot, mais vraiment, c'est que
finalement, les lieux comme le TNP, le TNS à Strasbourg, le TNB à Rennes, c'est des lieux qui sont relativement pleins, je veux dire. Il y a du public. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher beaucoup de nouveaux publics. Donc, là aussi, je pense qu'on s'est laissé endormir un peu par le fait que tous nos théâtres publics marchent vachement bien. Ils sont remplis par toute cette classe moyenne. Donc, parfois, on s'est un peu endormi sur nos lauriers, je dirais. C'est-à-dire qu'on a oublié d'aller sur le terrain, être des militants de... voilà, un peu ce que je pense. Mais juste par rapport à cet entre-soi, dans quelle mesure ça pourrait pas aussi poser problème aux metteurs en scène? Parce que bon, je suis Fassbinder. En sortant hier, on en discutait avec des amis, et la première réaction de nos amis était de dire oui, de toute façon, le discours qui était tenu dans cette pièce, on est tous d'accord avec ça. Et dans la pièce, il y a énormément de passages qui jouent sur l'identification. Quand il y a tout ce passage avec je suis l'Europe et avec ensuite je suis tel ou tel personnage. Et globalement, on est tous plus ou moins d'accord avec ça. Pas avec ce que dit la mère. Non, de pas. Non. Ou peut-être, si. Non, mais c'est juste, c'est des prises de position, c'est des réflexions que souvent les personnes qui sont au théâtre et qui vont voir ce genre de pièces, ces questions, elles se les sont déjà posées. Et dans quelle mesure il serait aussi important, et ce serait aussi un enjeu pour un metteur en scène d'attirer un autre type de public qui ne se poserait pas ce genre de questions et qui ferait face à l'altérité en voyant quelque chose sur scène comme ça. Alors, en même temps, je dirais, pour l'expérience, je ne sais pas comment ça va se passer ici à Villeurbanne, mais au TNS, justement, je suis Fassbinder a attiré un public qui n'allait pas souvent au théâtre. Le bouche à oreille a fait que la forme du spectacle a amené des gens qui n'allaient pas forcément au théâtre, et ce n'était pas un spectacle vraiment qui a été plébiscité par les abonnés, on va dire, vous voyez, des théâtres, mais plus par un public qui n'allait pas souvent au théâtre, donc sur cette chose-là. Après, je pense que mon expérience à Saint-Denis m'a montré une chose. C'était que j'ai un débat en ce moment avec les gens qui travaillent aux relations publiques au Théâtre National de Strasbourg, qui me disent « Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des spectacles plus facile pour faire venir des gens qui ne vont pas souvent au théâtre, etc. » Donc je m'énerve dans ces cas-là. Et je dis, alors c'est ça, c'est que les gens qui ne vont pas au théâtre, c'est des gens un peu cons, à qui il faut donner de la soupe, parce que sinon ils ne seraient pas capables de comprendre la littérature, le truc, etc. Quand on a travaillé à Saint-Denis, qu'est-ce qui nous a frappé quand on allait au Franc-Moisin rencontrer la communauté des Maliens? Il y a une grosse communauté malienne, il y a, etc. Des gens qui, a priori, sont loin de la littérature, etc. Ils s'en foutaient d'aller voir. Leur question pour eux, ce n'était pas d'aller voir Coltès, Pasolini, Shakespeare et tout ça. L'enjeu, c'était d'aller au théâtre. L'événement, c'était d'aller au théâtre pour la première fois. Et ça, c'est intéressant. C'est quand on s'adresse à des gens qui ne vont jamais au théâtre, l'enjeu pour eux, c'est de venir. C'est magique déjà de venir. Et après, ils ont cette faculté, ils n'ont pas besoin d'aller voir, ils ne vont pas plus venir parce qu'on va programmer Zouzou et Zézette font la cuisine en rigolant. C'est pas pour ça qu'ils vont plus venir. Et d'ailleurs, ça serait insultant, à mon sens, de les inviter voir Zouzou et Zézette ou, je sais pas quoi, Georges Dandin, enfin Georges Dandin, je dis Georges Dandin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément parce qu'on va... Moi, je pense pas du tout ça. Je pense qu'il faut viser, respecter justement le public en le confrontant à des choses fortes, à des choses belles, à des choses risquées, et que c'est à cet endroit-là que les choses vont se passer. En tout cas, c'est comme ça que je conçois les choses. Donc, je pense pas qu'il y ait un répertoire pour les gens qui, je dirais, n'iraient jamais au théâtre, et puis un répertoire pour les spécialistes. Après, sur l'autre, ce qui avait contenu dans la question précédente sur Je suis Fassbinder, c'est qu'est-ce que... je pense que le spectacle... Alors, il y a autant de gens dans la salle et d'avis différents. On essaie de faire que ce soit un spectacle quand même qui gratte un peu, quoi. C'est-à-dire qui fasse que... moi, j'ai jamais pensé que le théâtre pouvait changer le monde. Hein. C'est-à-dire, je suis contre cette idée-là. C'est une idée... je m'oppose à cette idée-là. Pourquoi ? Parce qu'on change le monde quand on va le changer dans la rue.
C'est pas pareil. Au théâtre, je pense qu'on peut pas changer le monde, mais par contre, qu'au théâtre, on peut travailler à garder les gens en éveil, les aider à continuer à penser, à parler, etc. Et ça, je pense que c'est important. Mais j'ai jamais cru à la fonction politique directe du théâtre, sauf si on est dans une dictature où là, ça se pose autrement la question. Mais dans nos encore démocraties, je pense que voilà, c'est autre chose. Moi, je voudrais vous poser 2 petites questions et je m'adresse à vous en tant que directeur du théâtre-école. Parce que moi aussi, j'ai fait des concours et donc je me pose des questions. Et en fait, vous avez une ouverture d'esprit qui me permet de poser ces questions aujourd'hui. Par rapport à la diversité dont on parlait tout à l'heure, et mademoiselle avait un terme très joli que je n'arriverai pas à redire, mais par rapport à la différence entre hommes et femmes, est-ce que, et cette question m'est venue là en vous écoutant, quand on voit que au cours des concours de théâtre, on a à peu près les 2/3 de candidates, et pour à la fin avoir 6 filles et 6 garçons. En plus, les filles sont toujours bien meilleures actrices que les garçons, c'est vrai. Hein. Alors, ma question, c'est, est-ce que ça aussi, c'est amené à être bougé quelque part? Est-ce qu'on se pose la question au sein des théâtres? Est-ce que vous la posez personnellement? Est-ce que vos collègues des autres écoles se la posent? Parce que nous, effectivement, en tant que filles, on sait qu'on a moins de chances d'être prises dans une école qu'un garçon. Alors, non, c'est une très belle question. Alors, il y a 2 types de réponses. Si on était logique par rapport au marché du travail, hein, moi, on prend 12 jeunes acteurs chaque année, 6 jeunes acteurs et 6 jeunes actrices. Si on était logique par rapport au travail qui est après, on devrait prendre 9 garçons et 3 filles. Hein. Là, si on était sur la logique du travail. Hein. Si on était sur le talent pur, sur ce qui apparaît, on prendrait 9 filles et 3 garçons. C'est-à-dire, je peux vous dire, à tous les concours, parce qu'en fait, quand on délibère d'abord des filles, il faut trouver 6 filles, et puis ensuite des garçons, il faut trouver 6 garçons. Bon, et on est tenu par les statuts, c'est comme ça, de prendre 6 filles, 6 garçons, etc. Donc ça, c'est évidemment une vraie question. Alors, au TNS, j'essaye de répondre on ne peut pas répondre à tout, mais j'essaye de traiter un certain nombre de choses. Par exemple, la question de la parité. Il y a pas mal de mes collègues directeurs qui essayent de la traiter souvent, et c'est important de le savoir, pas du tout par conviction, mais un peu contraints et forcés, qui se disent « Oh là là, il faut qu'on ait une auteure femme dans la programmation, il faut que... et d'ailleurs, c'est des discussions horribles qui, de temps en temps, Allô, oui, t'as pas entendu parler d'un projet avec une metteur en scène femme qui monte un texte écrit par une femme et c'est un texte contemporain, c'est plutôt mieux parce que ça sera mieux dans mes bilans, etc. Et tout ça. On en est encore là, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force de conviction profonde derrière. Bon, alors, face à ça... moi, quand je suis arrivé au TNS, je me suis dit comment je vais la poser, la question de la parité. Je vais continuer à répondre à votre question, mais je fais ce petit détour-là. J'ai mis en place un système d'artistes associés. Donc déjà, j'ai fait une parité absolue entre hommes et femmes dans les artistes associés. Les enseignants à l'école aussi. Moi, c'est une question que je traite depuis très longtemps. C'est pas une question nouvelle pour moi, cette question de la parité. Après, je me suis dit comment je la traite dans la programmation. Et j'ai décidé de la traiter, mais ça rejoint là votre question, plus sur le quantitatif, c'est-à-dire je me suis dit où est-ce qu'il y a le plus de volume d'emploi. Je me suis dit c'est sur les plateaux. Donc je me suis engagé à la fin des 5 ans, est-ce qu'il y a eu autant d'actrices sur les plateaux que d'acteurs au TNS et autant de créateurs, son, lumière, scéno et tout ça, femmes comme, plutôt que de me concentrer sur il faut qu'il y ait autant de femmes metteurs en scène, etc. J'essaye aussi, mais... Et donc ça, on va arriver à le tenir. C'est-à-dire, il y a eu autant d'actrices que d'acteurs. Et c'est une manière de répondre, si vous voulez, à ce que vous dites. Par exemple, quand j'hésite au moment de la programmation, on est toujours, au moment où on fait une programmation, on a dans chaque case 3 spectacles qu'on pourrait mettre. Il faut en choisir un des 3. Bon. Et donc, c'est un de mes critères, les spectacles où il y a plus d'actrices au plateau que d'acteurs, etc. Ou même dans les commandes d'auteurs. Là, je viens de faire une commande de texte à Marie Ndiaye pour un spectacle que je vais monter l'année prochaine. Je lui ai demandé d'écrire 4 personnages de femmes et 2 personnages d'hommes. C'était dans ma commande. Donc, on peut répondre là-dessus. Après, donc, sur les écoles... Vous voyez le dilemme, c'est-à-dire que
oui, je pourrais tout d'un coup décider, et même là, passer outre les statuts, faire une espèce de truc et dire non, c'est plus juste de prendre 9 actrices et 3 acteurs cette année parce que c'est plus juste dans le talent, on va dire. Ou dans le truc. Après, la question qu'on se pose, c'est la question de notre responsabilité après, dans le sens où est-ce que derrière, ça va suivre avec le volume d'emploi, etc. Alors vous allez me dire, il faut bien le prendre par un bout ou un autre. Voilà un petit peu comment on répond. Mais oui, c'est des questions qu'on se pose. Mais de la même manière que cette question-là de la diversité, comment on l'appelle là, culturelle, elle est complexe. Parce qu'il y a quelques années, quand dans un concours, je me rappelle d'un concours où j'étais jury au Conservatoire à Paris, il y avait un jeune homme qui avait la peau noire, qu'on avait déjà pris. Et puis on avait le deuxième qu'on allait prendre. Et dans le jury, des gens ont dit ah ben non, on ne va pas en prendre 2 quand même. Déjà qu'un, il va avoir du mal à avoir du travail, on ne va pas en prendre 2. Bon, vous voyez le niveau. Mais bon, et on ne l'a pas pris le deuxième. Alors, c'est pour vous dire le truc. C'est-à-dire qu'il y a du boulot. Ouais, il y a du boulot là. Mais pareil, là, il faut, par exemple, ça aussi, c'est des trucs de sensibilisation. C'est-à-dire que les filles, quand elles arrivent, les actrices, quand elles arrivent à l'école, moi, je parle de cette question-là. C'est-à-dire, je leur dis, mais c'est aussi à vous de faire bouger les choses. C'est-à-dire, moi, il se trouve que dans mon autre vie, on va dire pas de théâtre, je suis un activiste, je suis quelqu'un de, voilà. Donc, voilà, il faut faire bouger les choses, il faut protester, il faut gueuler, je veux dire, tout le collectif que vous connaissez peut-être, La Barbe, les collectifs hommes-femmes, etc. et tout ça, c'est des choses qui ont énormément fait avancer. Moi, je me rappelle que le collectif La Barbe qui venait interrompre les présentations de saison du théâtre de l'Odéon, du théâtre de la Colline, etc., en disant il n'y a que des mecs sur le plateau, etc. Et tout ça. Ben, mine de rien, ça a commencé à faire bouger les choses. Au début, on rigolait, tout le monde disait ouais, etc. Et puis petit à petit, ça a fait bouger les choses. Donc là aussi, je dirais voilà, faut y aller, quoi. Faut y aller. Faut pas attendre, faut y aller. Et là aussi, et faire bouger les choses parce que comment je peux dire ça ? On n'est pas tant que ça, à la tête des théâtres, à poser activement les questions dont on est en train de parler. On est même une minorité. Donc on fait ce qu'on peut, mais voilà. Ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de créer des poches qui puissent être un peu exemplaires, entre guillemets, pour que après il y ait des gens qui puissent dire bah, vous voyez là, ce qui se passe au TNS, si ça se passe au TNS, ça peut se passer ailleurs. Vous voyez ce qui se passe à Saint-Étienne, hein, voilà. Merci. Et je voudrais juste rebondir, parce que c'était ça ma deuxième question, vous l'avez en plus à peu près abordée. Est-ce que c'est vrai, lorsque vous vous posez en tant que jury, on va prendre 6 filles, 6 garçons, et je reviens au fait que vous avez dit on va prendre une grande pour faire Ophélie, tout ça, est-ce que c'est vrai que les écoles font un peu leur marché en mode on en a déjà 2 grandes blondes, on va pas en prendre une deuxième, non. Il me faut une fille enveloppée pour pouvoir faire une soubrette. En tout cas, plus maintenant. Peut-être il y a quelques années. Là, il y a eu un grand renouvellement à la tête des écoles, de la direction des écoles, que ce soit Claire Lannes au Conservatoire, Serge Tranvouez à l'ESSAD, Arnaud Meunier là, bon, à Saint-Étienne. Donc pour le coup, ça a vraiment bougé. Ça a vraiment bougé par rapport à il n'y a pas longtemps où c'était pas trop loin de ça quand même. Merci. Vous avez évoqué le ministère de la Culture et les politiques culturelles tout à l'heure. Que pensez-vous de l'attention particulière qui est portée actuellement au patrimoine et à la relance on va dire, de l'histoire de France et du grand récit national par la culture ? Est-ce que les théâtres sont concernés par ces injonctions, ces grandes orientations politiques ? Et quoi qu'il en soit, comment peuvent-ils réagir à cela ? Peuvent-ils allumer des contre-feux et participer aussi à ce grand débat sur... Là, vous parlez de Stéphane Bern, c'est ça ? Entre autres. Ah bon ? Mais pas que, je pense aussi à notre président de région, voilà, Rhône-Alpes, qui... Laurent Wauquiez. Voilà, c'est ça. Oh là là. Je sais pas. Moi, en tout cas, en tant que directeur du TNS, la question du patrimoine, on me la met pas sur le dos. Donc concrètement, mais qui peut rejoindre celle du texte aussi. Enfin voilà, du récit national aussi dans le théâtre.
par mon engagement de toujours, je suis quelqu'un qui a toujours dit que pour moi, le patrimoine, c'était mortifère. Alors, je dis ça, je suis ravi qu'on rénove les vieux bâtiments, mais bon, j'ai l'impression qu'il faut se projeter sur ce qui nous arrive plutôt que sur ce qui nous est arrivé. Surtout si on est artiste ou si on travaille dans l'art. Les artistes ou tout le monde de l'art, il est censé être tourné vers devant. Et bien sûr qu'on pille le passé toujours, qu'on s'appuie, qu'on est des voleurs et qu'on vole ce qui s'est passé. Mais donc la question du patrimoine, pour moi... alors, si on parle du théâtre, je vais parler du théâtre, hein, c'est ce que je connais bien. Aujourd'hui, à mon sens... les œuvres, la célébration des œuvres patrimoniales prend trop de place dans les programmations. Molière, Shakespeare, on n'en peut plus. L'éducation nationale persiste, et ça c'est un peu la faute de Jean Vilar, qui a fait des choses formidables, mais qui a fait, à mon sens, une grosse connerie. La grosse connerie de Jean Vilar, pour moi, hein, c'est qu'à un moment donné, il va théoriser que les gens qui ne vont pas au théâtre vont y aller si on leur présente les grandes œuvres du répertoire. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est je suis bien ce qui se passe en France. Qu'est-ce que c'est les trucs ces dernières années qui ont déplacé des nouvelles générations au théâtre et tout ça? C'est Joël Pomera, c'est Wajdi Mouawad, c'est Pascal Rambert, c'est Julien Gosselin, Michel Houellebecq, etc. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que l'appétence d'un public renouvelé va complètement vers du théâtre contemporain. Et que il me semble qu'on est encore sur un modèle majoritaire, souvent, qui est une espèce de conviction que c'est en emmenant voir les mômes Bérénice de Racine que tout d'un coup, ils vont devenir des passionnés de théâtre. J'aimerais bien qu'un jour, on mène une enquête sérieuse, parce que moi, ça me pose question. Ça me pose question dans le sens où je ne suis pas sûr que... Alors, vous savez, il y a ce truc marrant, quand on va aller voir... on va aller voir un John Ford avec John Wayne au cinéma, et on va dire si on allait se voir un vieux film. Hein. Et puis, curieusement, quand on va voir un Shakespeare, on ne dit pas si on allait voir une vieille pièce. Pourtant, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire, je ne parle pas des qualités littéraires, hein, qui sont indéniables, mais je dis juste qu'il me semble que la force du spectacle vivant, c'est d'être en prise avec aujourd'hui, en tout cas c'est ma conviction, c'est ce que je défends. Donc c'était pour répondre à notre question sur le patrimoine. Et aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que, je suis bien placé pour le savoir en étant directeur de théâtre, donc nous on a fait ce choix aussi au TNS de faire, si possible, que du contemporain. Je dis bien si possible, quand tout d'un coup il y a un grand artiste qui vient me dire « je voudrais faire Le Marchand de Venise », je lui dis « oui, fais Le Marchand de Venise, mais regarde quand même s'il n'y a pas autre chose dans le contemporain qui t'intéresse plus. » L'exemple type, il n'y a pas longtemps, il y a un metteur en scène que j'aime beaucoup qui est venu me proposer Le Bourgeois gentilhomme de Molière. Je lui ai dit « écoute, non ». Par contre, voilà, on a 4 auteurs associés contemporains au TNS, Pascal Rambert, Falk Richter, Claudine Galéa, Marie Ndiaye, lit, et si tu as un coup de foudre pour une de ces pièces-là, on l'a produit. C'est ce qui s'est passé. Il a lu Au bois de Claudine Galéa, il a eu un coup de foudre, on l'a produit, et je suis assez fier de ça, c'est-à-dire de pouvoir dire il faut faire vivre la poésie contemporaine, le texte contemporain, parce qu'il nous parle de nous aussi, il nous parle de nous. Et aussi, jamais oublier, lié à ça, que qu'est-ce qui me dérange dans le classique? C'est que le classique n'a mis en scène quasiment que des puissants. C'est-à-dire que c'est que des histoires de rois, de princes, de grande bourgeoisie. J'avais fait une chose il y a quelques années, pour étayer ça, donc Vincent Baudrier et Hortense Archambault m'avaient proposé de créer un spectacle pour la cour du Palais des Papes à Avignon. Et je leur avais dit oui, mais
je ne le ferai que si je trouve une pièce dans laquelle il n'y a ni roi, ni prince, ni princesse, ni grand bourgeois, etc. Et tout ça. C'était assez édifiant parce que j'ai lu, j'ai relu et j'ai eu énormément de mal à trouver. Alors, il y avait Brecht, j'ai finalement trouvé Par les villages de Peter Handke, avec des ouvriers, etc. Tout ça. Mais tout notre répertoire classique, il parle, alors pour le coup, de la upper class. Donc ça aussi, ça me pose problème. Pourquoi est-ce que le rapport au patrimoine me pose problème notamment. Voilà, mais j'ai répondu du point de vue du théâtre. Hein. Sur le reste, je sais pas trop, parce que, voilà, simplement, je peux dire aussi que là, ça me fait un peu peur quand on nomme un animateur de télévision spécialiste du patrimoine en France, etc., aussi talentueux soit-il. Je trouve que ce n'est pas un bon signal pour tous les grands professionnels qui travaillent à cet endroit-là déjà. Et que je ne veux même pas imaginer dans le même genre qui on pourrait nommer pour le théâtre, spectacle vivant. Bon, mais je ne dirai pas de nom. J'ai deux questions pour vous. La première, elle est un peu provocatrice, savoir comment est-ce que vous conciliez votre parcours de militant avec votre parcours institutionnel. Alors, c'est provocateur, non pas adressé contre vous, mais plutôt dans l'idée de la transmission. Comment est-ce qu'on arrive à concilier, d'un côté, une activité militante et un parcours institutionnel prestigieux comme le vôtre? C'est-à-dire que, est-ce que pendant un certain temps, il vaut mieux se cacher, ou est-ce qu'il faut assumer les deux faces de soi-même? Je réponds déjà? Oui, et ma deuxième question, ou plutôt deuxième remarque, qui est moins provocatrice, mais qui fait plutôt gonfler les chevilles, c'est que, bon, moi je suis issu d'un milieu non plutôt aculturel, modeste. Maintenant je suis agrégé de lettres, c'est bien. Donc j'ai commencé à accéder au théâtre finalement assez tard. J'ai vu de belles pièces à Paris, à Strasbourg, à Lyon. Et en 2015, j'ai eu la chance justement d'atterrir à Strasbourg, où l'année où vous avez commencé à diriger la programmation. Et bon, après avoir vu des pièces qui m'ont plu, qui étaient bien, qui étaient intéressantes, qui m'ont touché, j'ai vraiment vu toute une saison culturelle qui m'a bouleversé, qui a bouleversé ma conception du théâtre même. Donc maintenant, j'y vais avec le cœur qui bat. Donc voilà, merci pour ça. Et je me demande justement comment est-ce que vous avez fait. Bah, merci. Alors sur la première question, je dirais... alors je ne sais pas ce que vous mettez derrière le militantisme. Après, j'essaye... Moi, comment dire, j'ai ma vie professionnelle et ma vie privée. Donc, dans ma vie privée d'homme, je suis engagé, on va dire, sur des tas de trucs, mais justement, c'est privé. Donc ça, c'est une question de temps après. Hein. La question, c'est plus la question du temps. J'essaye, dans le théâtre, d'être un militant dans l'endroit du théâtre, on va dire. C'est-à-dire que de faire bouger les choses, de faire avancer les choses. Et à côté de ça, je suis militant pour des choses qui n'ont rien à voir avec le théâtre et qui sont des choses qui me tiennent à cœur sur des choses problématiques dans notre société. Donc ça, la vraie problématique pour moi, c'est celle du temps. C'est-à-dire que quand on s'engage beaucoup, comme je le fais dans mon métier, c'est pas facile d'arriver à faire les deux. Et par exemple, l'exemple le plus typique que j'ai, c'est quand on s'était engagé à l'église Saint-Bernard au moment des sans-papiers en 95, je crois. C'était extrêmement difficile. On était en répétition. Le reste du temps, on dormait à Saint-Bernard, etc. C'était très, très difficile d'arriver à être complètement aux deux endroits en même temps. Et on ne peut pas le faire tout le temps, donc il faut faire des choix. Après, il y a derrière une conviction profonde. Donc, je ne me force à rien. Donc, les choses sont assez simples. Le vrai problème, c'est le problème du temps, en fait, je dirais. C'est celui-ci qui est le plus complexe. C'est d'arriver à faire bien les choses, à être là où il le faut. Et après, j'essaye, c'est vrai, de pas trop mélanger les choses, parce qu'il me semble que les engagements militants, en tout cas, ils sont personnels, ils n'ont pas forcément à être publics. Alors on a tous les contre-exemples de Yves Montand, Simone Signoret, Costa Gavras, tout ça, bon, mais qui par moments finissaient par être des espèces de figures un peu fourre-tout de l'artiste engagé, etc. Et tout ça, et
qui pouvaient même se retourner parfois contre certaines des causes qui pouvaient défendre. Donc c'est toujours très délicat cet endroit-là. Et alors sur comment est-ce qu'on construit une programmation théâtrale ambitieuse, je reviendrai au début de la conversation un peu, c'est prendre des risques. C'est prendre des risques quand on décide de produire le spectacle de Julien Gosselin de 1666 d'après le roman de Roberto Boliano que Julien nous dit ça va durer 12 heures, etc. Et tout ça, on prend un risque et en même temps c'est un risque calculé parce on voit quel est ce jeune homme, où il va. Donc c'est la capacité de faire bouger les choses, c'est savoir intelligemment prendre des risques calculés, mais pas trop calculés, parce que s'ils sont trop calculés, c'est plus des risques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pas simple, parce que il faut arriver à faire. Par exemple, quand je suis arrivé au TNS, de tout d'un coup décider Molière dehors, Shakespeare dehors, etc. Et tout ça, c'était un vrai risque, parce qu'on aurait pu se dire que le public se serait dit non, mais moi je viens plus, etc. La première année au TNS, on a battu tous les records de fréquentation de toute l'histoire du TNS. Donc c'était aussi encourageant. Ça montrait qu'en faisant que du contemporain, les gens y venaient pas moins, qu'ils pouvaient venir plus même. Donc ça aussi, pour nous, ça a été une très belle leçon. Quand je le fais, j'ai un peu les jetons. Au début, quand je signe ma saison et que je vois qu'il n'y a aucune locomotive qui va faire que toute l'éducation nationale va arriver parce qu'il y a un Tartuffe, un machin et tout ça, tu te dis, bon, ça va marcher toi. Et puis en même temps, tu parles avec les profs et puis tu leur dis, vous savez, Wajdi Mouawad, c'est aussi porteur pour vos mômes que Molière. Falk Richter, c'est aussi porteur que Shakespeare. Pascal Rambert, c'est aussi porteur que... enfin, vous voyez, je ne vais pas continuer. Mais... Donc voilà, c'est ça, c'est prendre des risques calculés. Voilà. Mais moi, j'ai assez confiance dans le public. C'est-à-dire que je pense que parfois, quand je discute avec d'autres directeurs de théâtre, pas tous, mais certains, quand j'entends « oui, mais mon public, il ne va pas suivre ça », ça me hérisse. D'abord, ce n'est pas son public. Et puis, ce n'est pas vrai qu'on connaît les attentes du public. C'est faux. Le public, il est beaucoup plus curieux que ce qu'on ne croit. Il est prêt à beaucoup plus d'aventures que ce qu'on ne croit. Et c'est en général souvent quand il est déplacé, bousculé, qu'il s'appétille un peu plus. Donc, je pense, enfin, c'est ma conviction encore une fois. Vous m'avez invité pour que je dise ce que j'ai dans la tête. D'autres ont d'autres choses dans la tête et c'est très bien et je le respecte. Alors moi du coup je vais endosser le rôle du prof justement avec l'école nationale. Moi j'avais bossé 2 ans et demi dans un bahut au nord de Paris, donc un bahut de cité, et donc j'ai fait l'expérience l'année dernière avec des premières L, donc littérature, et j'ai étudié un Molière et un Mouawad justement, donc Incendie. Bon. Et la réception n'est pas du tout la même, c'est-à-dire que Molière ils sont largués de A à Z, ils ne comprennent pas parce que c'est pas leur langue, c'est pas leur code, c'est pas ce qu'ils ont l'habitude de voir et d'entendre. Et Incendie par contre ça passionne. Automatiquement il y a vraiment un rapport au texte qui est direct et des gamins qui voilà bon. La question, c'est, et c'est vraiment la question de fond que moi j'ai rencontrée avec les collègues et avec les élèves en fait. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que metteur en scène, en tant qu'homme de théâtre, de l'école? Est-ce qu'on doit justement rendre accessible à tous le patrimoine? Parce qu'eux aussi connaissent, c'est-à-dire qu'au collège, ils ont étudié Molière, ils ont étudié Corneille, ils ont étudié Racine, et que quand vous mettez un Phèdre au programme, le texte pour eux est difficilement atteignable parce que ça reste du Racine, mais à la fois ils ont les codes de l'analyse et ils rentrent plus facilement dans un texte. Mouawad, si vous voulez, il y a une sorte de rupture qui est faite en fait parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les codes d'écriture de Mouawad. Et à la fois ils sont passionnés, ils me disent mais comment on fait pour faire un commentaire texte sur la lettre de Nawal, parce que du coup on n'a pas du tout comment on fait quoi, la consolation, qu'est-ce que c'est bon voilà. Comment vous expliquez cette rupture du coup? Alors, et ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a 70% des gens dans le qui ne vont pas voter, quoi. Donc il y a un problème politique, je pense aussi, alors il y a un problème de culture, mais il y a un problème aussi politique au niveau des banlieues et de l'exclusion sociale, justement. Mais du coup, comment l'école peut faire le lien entre justement le théâtre et la banlieue? Vous, qu'est-ce que vous attendez de ça? Moi, je trouve que vous y répondez déjà. La réponse est contenue dans votre question. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas voter? On pourrait dire parce que s'ils ont passé toute leur scolarité à étudier Phèdre, ils auraient passé toute leur scolarité à étudier Incendie, ils seraient sans doute plus sensibilisés à ce qui se passe dans le monde qu'au problème de madame qui a envie de se taper son fils et qui n'y arrive pas. Je ne sais pas comment dire, mais la question, pour moi, elle est là. Elle est là, c'est-à-dire que
de la même manière, si j'étais ministre de l'Éducation nationale, ce que je ne serai jamais, que je ne veux surtout pas être, mais je te balayerais ça. Parce qu'en plus, le côté, si c'est important de leur faire travailler Racine, parce que c'est de l'alexandrin, ça les structure, etc. et tout ça, moi j'ai résolu la question dans les écoles d'acteurs. Mais moi j'en ai rien à foutre qui travaillent l'alexandrin. En travaillant la langue de Jean-Luc Lagarce ou en travaillant la langue ou de Wajdi ou de je sais pas quoi, il y a largement de quoi faire travailler. C'est des écritures aussi, c'est des langues extrêmement fortes. Et là aussi, il y a une espèce de mythe qui serait que simplement les grands auteurs du répertoire seraient en possession d'une langue élaborée. C'est faux. Je veux dire, aujourd'hui, dans la littérature contemporaine, il y a des auteurs extraordinaires qui ont une langue incroyable qui vaut largement celle de Racine, largement celle de Molière, etc. Donc, moi, à mon sens, c'est comment est-ce qu'on connecte tous ces jeunes gens avec le aujourd'hui. Et quand vous êtes face à un incendie, bah là, je dirais, vous pouvez parler bien sûr de la structure, de la pièce, mais vous pouvez parler de ce qui se dit dans la pièce, vous pouvez parler du terrorisme, vous pouvez parler Et là, tout d'un coup, on est dans le réel. Et moi, il me semble que c'est ça aussi. C'est-à-dire que moi, je suis passé aussi par le lycée. J'ai aussi lu Chrétien de Troyes. Mais je ne lisais pas Chrétien de Troyes, j'étais au fond de la salle et je lisais autre chose pendant ce temps-là, et je faisais ce qu'il faut pour rendre un truc, pour avoir une bonne note, mais voilà, la question elle est aussi, mais là, ça je connais bien parce que j'ai bossé, moi je suis très, ma sœur est enseignante, donc je connais très très bien tout ça. Je sais à quel point là aussi il y a des enseignants qui se saisissent de ces questions-là, qui les portent. Il y en a qui abandonnent un peu. Il y a de tout, et je vois bien à quel point c'est difficile, surtout dans certains territoires, bien sûr. Mais je pense qu'il est important à cet endroit-là, en tout cas, je sais pas, de foutre en l'air la doxa, ou en tout cas de se dire que la belle grande langue française, elle est là, elle est toujours là, et elle est chez... voilà, encore une fois, Jean-Luc Lagarce, c'est une langue incroyable, et puis d'ailleurs qui est une langue qui est appuyée sur la langue de Madame de Lafayette, sur Marguerite Duras, sur etc. Parce que voilà. Donc il n'y a pas de recette bien sûr, mais je pense qu'en tout cas, oser dire il y a un problème. Moi, j'en ai parlé concrètement avec j'ai demandé à ce que les gens qui travaillent dans mon théâtre étaient inquiets au début du TNS là, en disant il ne va plus y avoir de classique, mais les profs vont plus amener les élèves. Alors d'abord, je leur ai dit, ça m'étonnerait, parce que les profs, de toute façon, il n'y a pas 1000 théâtres dans Strasbourg, donc voilà, c'est pas si dangereux que ça de faire Wajdi Mouawad à la place de Racine. Et puis après, j'ai parlé avec les profs de ça, justement. J'ai essayé de les convaincre aussi de la force de ça. Et je crois que finalement, il y a des choses qui se sont passées. Mais là, encore une fois, je trouve que ce serait passionnant de faire... Je ne sais pas comment c'est possible, d'aller voir tous ces mômes qui, pendant 20 ans, ont été voir un Bérénice ou un Andromaque et tout ça, et de voir combien d'entre eux retournent au théâtre aujourd'hui. On serait étonné, à mon avis, de ce qu'on a perdu en route. Alors qu'en théorie, quand on fait venir les mômes au théâtre, c'est pour leur donner le goût, c'est pour donner tout ça. Voilà. Du coup, j'ai une dernière question qui pourrait permettre de clore et d'ouvrir un peu en même temps. Quelles sont les langues qui vous font peur? Est-ce que vous travaillez d'ores et déjà une matière, une forme nouvelle? Marie Ndiaye, c'est mon prochain projet. J'ai fait une commande d'écriture aussi à Édouard Louis, qui est un écrivain intéressant. Voilà, parce que c'est des langues qui sont assez éloignées de celles que j'ai l'habitude de traiter. Et mon rêve serait un jour de faire quelque chose à partir des textes de Pierre Guyota, qui est pour moi peut-être le plus grand écrivain français vivant. Donc voilà, ça c'est, on va dire, les prochains challenges. Eh bien, merci de votre écoute.